Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui, j'ouvre avec vous un tout nouveau chapitre qui promet de belles perspectives ensemble, découvrir et comprendre ce que notre quotidien peut nous apprendre sur nous-mêmes et sur les autres à travers les merveilleux concepts de la philosophie amérindienne. Jusque-là, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, et puis, ces 2 semaines ont été plutôt salutaires, 2 semaines de pause, et ça fait quand même plaisir de vous retrouver, même si ça fait quand même un peu bizarre. Entre-temps, j'étais assez occupé, et oui, ça fait plaisir. Là, s'ouvre vraiment, comme j'ai dit, un nouveau chapitre, et ça me fait quand même beaucoup de bien aussi de pouvoir entamer cette nouvelle série sur une thématique dont je n'ai que très peu parlé, je pense, depuis que le podcast existe, et pourtant qui est là, j'ai envie de dire tout le temps, dans, dans mes propos, dans ce que je partage, dans ce que je conseille, et dans la manière aussi dont j'accompagne les autres. Et j'expliquerai un peu plus pourquoi cette philosophie amérindienne me tient tant à cœur. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça remonte, le dernier épisode sur les chakras d'ailleurs remonte à il y a 2 semaines, eh bien j'ai partagé une longue série sur les chakras, et j'espère que cette série a été utile, intéressante, ne serait-ce que pour savoir où on se situe soi-même, savoir où se situent les autres aussi, et savoir comment mieux être, en fait, dans une communauté, dans un groupe, au sein de sa famille, par rapport au premier chakra, puis au sein d'une communauté plus large, puis par rapport au monde, et sa place aussi dans le monde. Moi qui les envisageais comme des introductions au chakra, j'avoue que la longueur des épisodes en faisait plutôt des épisodes d'approfondissement dessus. Enfin. J'espère en tout cas que ça a été utile. En tout cas, moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Je trouve que, et je me rends d'ailleurs de plus en plus compte que ce podcast me suit dans mon évolution en tant que personne, et que chacune des séries que je débute arrive à point nommé. Arrive toujours à un moment donné où j'ai besoin de partager de quelque chose à l'intérieur de moi, et une manière aussi de mettre certaines choses en perspective, de prendre du recul. C'est étonnant parce que j'aide en général dans mon travail euh, des personnes à prendre du recul, et c'est toujours difficile pour moi-même de le faire pour moi. Donc j'ai toujours besoin d'avoir un outil. J'ai dans mon bureau un grand tableau blanc sur lequel en tout cas je projette tout ce que j'ai à projeter de mon esprit, et qui est très important aussi pour moi parce que visuellement cela me permet de faire sortir des choses, de prendre de la distance. Mais ce podcast aussi est une manière pour moi de partager avec vous ma manière de voir les choses, de voir le monde, qui bien sûr ne correspond qu'à ma propre façon d'envisager les choses, mais qui peut éventuellement résonner en fait avec vous, et qui peut éventuellement euh, vous aider aussi sur votre chemin, peu importe là où vous vous situez, là où vous êtes, à saisir, à assimiler, à accepter, ou même à apprendre à renoncer à ce qui peut vous correspondre ou ne plus vous correspondre, à ce qui doit vous accompagner aujourd'hui. Et c'est vrai que là, cette nouvelle série sur la philosophie amérindienne
ouvre cette voie de l'apprentissage, de ce que signifie que d'apprendre du monde, d'apprendre de notre quotidien, de notre environnement. La philosophie amérindienne, alors par amérindienne j'entends philosophie des Indiens d'Amérique, et ceux auxquels je suis le plus lié, ce sont les Indiens Lakota ou Cheyenne, qui Indiens de la plaine, et qui se situent, si vous avez envie de le voir, près euh, de l'État du Dakota. Voilà, c'est cette zone-là, disons ça. Mais ce qui est intéressant avec cette philosophie amérindienne, c'est que, grosso modo, même si bon, je prends en référence plutôt les Lakota, il y a des éléments qui se retrouvent dans, dans la culture amérindienne au sens large, on va dire ça comme ça, qui peut toucher la culture amérindienne des États-Unis comme du Canada et d'autres cultures dites indigènes et qui ont comme souvent comme religion le chamanisme. Mais j'en parlerai un petit peu plus là, je vais dire tout à l'heure, mais dans quelques minutes, pour expliquer justement pourquoi j'ai envie, moi, de parler de cette philosophie. La philosophie amérindienne, au départ, je ne l'ai pas connue comme philosophie, euh, comme, disons, type de philosophie. On est surtout des philosophies plutôt occidentales, philosophie orientale aussi, mais peu, je pense, philosophie amérindienne. Et dans ce qui regroupe ou lie euh, toutes ces cultures, disons, indigènes, c'est cette relation toute particulière avec la nature, avec leur environnement. Ce qui m'a toujours touché d'ailleurs avec, plus précisément, la culture amérindienne, disons globale, c'est que il y a une relation très intime avec la nature, une relation d'échange, euh, d'interaction, une relation donnant-donnant aussi, mais dans un juste équilibre, et toujours dans un souci d'équilibre. Il y a cette vision écologiste euh, dans ce type de philosophie qui implique que si nous sommes sur Terre, c'est pour accomplir quelque chose, mais cela ne donne pas le droit de tout faire. Et donc il y a une conscience que nous avons des droits et des devoirs en étant en chair et en os, et que c'est dans l'échange, dans l'interaction avec les autres et avec son environnement qu'on peut réussir à préserver une certaine écologie, un certain écosystème relativement équilibré. Et donc c'est de notre propre responsabilité, à chacun et à chacune, de contribuer de cette manière, en conscience de l'impact qu'on a sur l'autre et sur la nature, mais également l'impact qu'a la nature sur nous, et qu'a aussi notre environnement et les autres sur nous-mêmes. Donc c'est dans cette connexion les uns avec les autres que justement s'inscrit la philosophie amérindienne, mais comme je l'ai dit, toute philosophie autochtone, indigène, euh, qui a une base païenne et surtout chamanique. Pourquoi je parle de chamanisme? Parce que euh, le chamanisme est considéré comme une religion qui a en son centre, ou plutôt d'un côté, un intercesseur, un intermédiaire, une personne qui fait le lien entre
les messages de la nature et les demandes, requêtes et actions du monde des hommes. Souvent associé à la nature, c'est le monde dit des esprits. Chaque culture a sa conception du monde des esprits, mais qui est rattaché à un environnement naturel, sauvage, souvent dangereux et indomptable. On va appeler ça plutôt la nature. Face à la société, au groupe, au collectif, qui peut être une tribu, un clan, un village, une ville, et en fait, il y a toujours entre les deux, entre ces deux types d'environnements, entre ces deux milieux, la nature et le monde des hommes, la société, le groupe, un individu ou un groupe d'individus, mais souvent cet individu, c'est une seule personne, va servir de lien entre l'un et l'autre. Et cette personne-là, on l'appelle le chaman. Dans d'autres cultures, on peut l'appeler le médium, ou le sorcier, ou autre. Dans des cultures traditionnelles, et ayant leur propre médecine, c'est-à-dire leur propre manière d'interpréter les maladies, les troubles des hommes en lien, directement ou indirectement, avec le monde de la nature, le monde naturel. Et c'est dans ce schéma, dans cette conception du monde, que j'ai eu envie, moi, étant notamment enfant, de comprendre un peu plus le monde. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là de ce que le monde a à m'apprendre que j'ai eu envie, en fait, de cultiver cette relation un peu donnant-donnant, cette relation de juste impact sur le monde, et le monde ayant forcément un impact sur moi. Mais cet impact que le monde, je considérais que le monde avait sur moi, était de l'ordre de l'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que le monde peut m'apprendre sur moi et sur lui-même? Et pendant une partie de ma jeunesse, je passais mon temps à regarder des films et des séries, et, et en le faisant, en fait, j'avais toujours ce souci de, de vouloir voir à travers les yeux de cette culture populaire qui m'était présentée. Comme rien n'est fait par hasard, comme rien n'est issu du hasard ou du vide, du néant, forcément ce qu'on voyait de films et de séries reflétait la société, telle qu'elle était vue par le réalisateur du film, telle que les acteurs étaient en mesure de le jouer, de le retranscrire, mais toujours un angle de vue sur ce qui se passait. Des problématiques, des questionnements, euh, des comportements aussi. Et à cette époque, je m'amusais à essayer de comprendre un peu les, hum, les schémas constants, des constantes dans ce qui se faisait, dans ce qui était montré, et cela me demandait un peu de gymnastique, mais me poussait aussi à découvrir toujours et encore plus cette manière de représenter le monde. Plus tard, j'ai décidé, en étant très jeune adulte, j'avais à peu près 19 ans, 19, 20 ans, un petit peu plus d'ailleurs, entre 19 et 21 ans, j'ai essayé de partir en Australie pendant 6 mois pour découvrir justement ce qu'on appelait le plus vieux peuple du monde, les aborigènes. Donc culture indigène, native de l'Australie. Et, je vais passer toutes les expériences que j'ai pu avoir là-bas, mais à un moment donné, j'ai eu la chance, pendant ces 6 mois passés là-bas, de vivre pendant quelques mois dans la forêt avec un chaman qui m'a appris certains rites. Lui était de tradition amérindienne, donc c'est pour ça que moi-même j'ai plutôt des concepts
connaissance des concepts amérindiens qu'aborigènes, mais dans leur essence, on est dans quelque chose de semblable. Que ce soit la culture aborigène ou amérindienne, ou bien euh, africaine, ou mongole, ou vietnamienne, etc. On est toujours dans cette connexion, et chaque culture a sa manière de saisir, d'entretenir et cultiver sa relation avec le monde. Mais on est toujours dans une relation avec la nature, et à travers la nature, on est dans un équilibre, dans une recherche d'équilibre. Et cette notion d'écologie, écologie humaine, écologie naturelle face à la nature, est quelque chose pour moi d'assez important, parce que ça demande avant tout d'être dans une recherche de compréhension, et non pas dans une opposition, non pas dans une division entre les gentils et les méchants d'un côté, plutôt dans ce que l'autre peut me permettre, moi, d'apprendre en tant qu'être humain pour devenir la meilleure version de moi-même. D'essayer, en tout cas, petit à petit de l'être. Et ça passe par me faire grandir. Et je ne peux grandir qu'en me nourrissant de ce qui peut m'enrichir et enrichir mon humanité. Et donc ainsi que cette philosophie amérindienne euh, se constitue, c'est ainsi qu'elle peut vraiment partager cette notion du bien vivre ensemble, du mieux vivre ensemble, et qui passe par un mieux-être, forcément. Qu'est-ce que cette philosophie amérindienne peut vous apporter, et au fil de ces différents épisodes de cette série? À mon sens, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, Comme je le disais, déjà un mieux-être et un mieux vivre ensemble, par une plus grande compréhension, par une mise en disposition, j'ai envie de dire, mentale ou psychologique, permettant de mieux comprendre, en fait, que toute chose en ce monde est source d'apprentissage pour nous faire grandir. Tous et toutes. Notre vie est faite pour que nous l'expérimentions, et que ces expériences puissent être source d'apprentissage, source de leçons de vie, des leçons que nous devons tirer du bilan que nous devons faire à un moment donné de notre propre vie, bilan euh, qui est possible de faire à la fin d'une période, pendant une période, ou bien pendant un cycle, peu importe. Mais un bilan du chemin parcouru. Et ce chemin parcouru que nous avons parcouru fait que nous nous retrouvons ici et maintenant, tous ensemble, avec un vécu différent, mais avec des leçons de vie, parfois communes, parfois différentes aussi, qui font notre force. Et prendre conscience de cette force, de notre chemin, de notre parcours, est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce sont grâce à ces ressources-là que nous avons acquises au cours de notre vie, qui peuvent nous aider à mieux faire face à tout ce qui peut nous arriver, et à mieux gérer tout ce qui peut nous arriver. Forcément, la vie est faite d'aléas, déstabilisantes et déroutantes. Donc avoir des ressources, des repères posés, solides, là, sous nos pieds, et nous aidant à consolider notre tronc, et nous permettant de tracer devant nous une route, un chemin, en toute confiance, en toute sérénité, et à mon sens, la quête la plus noble qui soit. Chercher à trouver cet équilibre-là, quelque chose de merveilleux. Je ne pense pas l'avoir trouvé complètement, mais je m'efforce tous les jours, chaque jour, de tendre vers cet équilibre. Toujours dans un souci
du juste, juste, du juste mot, de la juste position, de la juste place, de la juste, du juste échange, de la juste vision aussi du monde, et de la juste relation avec moi-même, avec les autres et mon environnement. On rentre quand même dans quelque chose d'assez philosophique, puisque c'est la thématique de cette série. Euh, mais c'est quelque chose que je trouve peut vraiment vous aider à adopter une autre manière de voir les choses, encore une fois dans une vision d'unification, de rapprochement, pour que nous nous rapprochions les uns les autres, et non pas pour que nous nous en éloignions. L'idée est vraiment de dépasser l'illusion de la séparation, dépasser cette illusion que je suis moi, vous êtes vous, chacun est différent, oui. Mais cette différence-là nous rapproche. Cette différence-là fait que la diversité de l'humain est si riche, si passionnante. J'ai eu la chance de pouvoir la découvrir, ou du moins avoir un aperçu à travers les films et les séries du monde entier, mais surtout par l'apprentissage des langues, qui a été pour moi le vecteur le plus important de, de ce désir d'ouverture d'esprit et d'apprendre des autres. Toujours pour qu'on puisse se rapprocher, se sentir plus proche, plus unis, plus solidaires. Pour débuter cette introduction sur la philosophie amérindienne, j'ai envie de vous parler de la roue de médecine, qui est un concept un peu particulier. Alors, qu'est-ce que la roue de médecine? Pour parler de la roue de médecine, il faut déjà que je parle de la médecine. La médecine, c'est déjà un anglicisme, parce qu'en soi, en général, j'aime bien traduire médecine par leçon de vie ou apprentissage de vie, qui vient de l'anglais medicine. D'ailleurs, un chaman est dit un medicine man, c'est-à-dire un homme médecine. C'est-à-dire que nous avons tous, où il existe en ce monde, et d'ailleurs tout en ce monde, est médecine, c'est-à-dire une leçon de vie. Tout est apprentissage, tout est enseignement, tout est manière pour tous et toutes d'apprendre et de tirer parti de cet apprentissage pour grandir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo, grandir? Ça veut dire que nous arrivons là, à une période dans notre vie qui fait peut-être écho, qui résonne avec d'autres périodes de notre vie, qui peuvent ne pas être équilibrées, qui peuvent être encore délicates, encore sensibles, encore difficiles. Certains et certaines ont pu avoir des enfances difficiles, des adolescences difficiles, des vies d'adultes difficiles. Et c'est cette difficulté qui peut éreinter, qui peut faire émerger des manques, qui peut faire émerger des manques ou des excès, mais qui fait qu'il peut être difficile de trouver un équilibre au quotidien. Et souvent, ce déséquilibre-là se traduit par des situations de stress prolongées, comme on a pu le voir déjà précédemment dans plusieurs épisodes. Et la leçon de vie, l'enseignement, médecine, est en fait une manière de prendre de l'extérieur, ou plutôt de se rendre compte, à partir d'éléments de l'extérieur, de ce qui peut nous permettre de penser nos blessures. C'est comme si le rire d'un enfant permettait de faire résonner en nous, exemple, l'enfant intérieur, que nous ne pensons pas toujours à honorer, à célébrer, à faire vivre, ou à laisser vivre. Et donc ce rire d'un enfant qu'on entend dans la rue, ou d'un enfant qui peut être le nôtre, eh bien,
va être un apprentissage, va être une leçon de vie. Par exemple, on peut parler de la médecine du rire enfantin, ou du rire de l'enfant. Et cette médecine-là, en fait, qui va résonner à l'intérieur de nous, en fonction de notre degré d'acceptation de cet apprentissage, va créer un changement, une transformation à l'intérieur de nous. Cette transformation-là est déjà une préparation pour penser les blessures que nous avons pu vivre dans notre parcours. Et plus nous célébrons, plus nous honorons, c'est-à-dire plus nous essayons de rester dans une disposition pour que, imaginons, ce rire euh, soit intériorisé, et continue encore à animer et à faire sourire notre enfant intérieur, eh bien, on va permettre petit à petit de penser totalement, complètement, la blessure qui a été d'avoir été brimé en étant enfant, par exemple, ou même ado, de ne pas pouvoir exprimer sa créativité, son imagination, de ne pas avoir pu vivre en toute spontanéité, toujours cloisonné dans quelque chose de conformiste ou de conventionnel. Et donc là, par ce rire que nous arrivons à intégrer, on réussit à intégrer, eh bien, nous voyons les choses différemment, nous comprenons les choses différemment. Nous avons intégré en soi notre propre remède à une blessure intérieure qui était restée jusque-là douloureuse. Et donc c'est tout ça que représente une leçon de vie. C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin pour nous aider à guérir intérieurement, à penser des blessures intérieures. Et la grande difficulté est d'être ouvert à la résonance entre l'extérieur et notre intérieur. C'est-à-dire accepter que l'extérieur peut nous apporter ce dont nous avons besoin pour penser ces blessures. Et ça veut dire vouloir être ouvert, là où la blessure, qui est douloureuse, a tendance à nous fermer, à vouloir qu'on la préserve, même si elle est toujours sanglante, même si elle est toujours sensible, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de prendre le risque de la rouvrir. Alors on préfère l'isoler, la couper des autres, mais aussi de nous. Là où dans cette vision, toujours philosophie amérindienne, de l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et les autres, eh bien les autres et le monde, notre environnement deviennent source de remèdes pour nous aider justement à calmer la douleur, à nous apaiser, à nous rassurer, trouver la confiance, trouver l'estime de soi, trouver notre identité, notre positionnement, pardon, trouver notre place, trouver tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire de nourrir à l'intérieur de nous pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vraiment tout ça que représente le concept de médecine ou de leçon de vie. Cette leçon de vie ou la médecine peut venir sous plein de formes différentes. Je vous donne un exemple du rire d'un enfant, mais ça peut très bien être d'un animal, d'une plante, du soleil, d'une mouche qui passe. Ça peut être de tout. Tout dépend de ce qui peut résonner en soi pour nous aider à nous sentir mieux et à tendre vers un mieux-être. Mais ça implique quand même, eh bien, une certaine responsabilisation. Pas une culpabilisation en disant que nous sommes responsables de notre propre malheur. Non. Ça veut dire que nous arrivons tous à un moment donné à être imparfaits. Et cette imperfection-là fait partie de notre humanité. C'est le fait que dans cette imperfection-là, nous ayons des ressources qui nous soutiennent, qui nous consolident, qui nous rassurent, qui nous protègent et qui nous défendent aussi. Et
Parfois, il peut nous manquer une ou deux ressources nous permettant de nous sentir vraiment complets ou épanouis. Et c'est ce que cette médecine, peu importe la forme qu'elle peut prendre, est. C'est une ressource dont on a besoin pour pouvoir guérir intérieurement. Ou du moins se préparer à cette guérison, qui ne peut être qu'intérieure et personnelle. La roue de médecine signifie, dans le sens de roue, quelque chose de cyclique. Ça veut dire que, à un moment donné, va arriver dans notre vie, sous n'importe quelle forme, une leçon de vie que nous devons tirer, que nous devons honorer, que nous devons célébrer pour apprendre de nous-mêmes, apprendre des autres, faire évoluer notre conscience, faire évoluer notre relation aux autres et à nous-mêmes, pour éventuellement passer à une étape suivante. Et donc là, la roue commence à tourner. Et là, nous tombons éventuellement sur une autre leçon à apprendre, à encore une fois assimiler, à ensuite digérer, puis éventuellement à partager. Et ensuite la roue tourne, elle continue à tourner. Aussi longtemps que nous arrivons à honorer la leçon de vie de notre environnement au moment où on s'y trouve, eh bien, on continuera encore et encore à évoluer. Mais il y a des moments où on peut passer à côté, en fait, de ce qui est nécessaire pour nous de comprendre. Et ça, c'est le propre des personnes, par exemple, qui, peu importe leur travail, peu importe l'emploi qu'ils vont réaliser, ils vont toujours être confrontés à un manager ou un responsable euh, oppressant, ou bien maltraitant, ou qui peut harceler, ou bien face à un conjoint qui peut être soit trop soumis ou trop violent, ou bien à des problématiques de logement qui peuvent faire qu'il sera toujours nécessaire de déménager, de passer à autre chose, ou des problématiques financières, par exemple. Tout ce qui est récurrent, tout ce qui est considéré comme étant chronique, que ce soit dans notre corps ou même tout autour de nous, dans notre parcours de vie, signifie qu'il y a une leçon, quelque chose que nous devons apprendre pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour casser des schémas limitants, bloquants, négatifs, nuisibles, nocifs, et ainsi cultiver des schémas plus positivants, plus allégeants et plus robustes, solides. Donc finalement, tout est source d'apprentissage, mais ce qui est véritablement extrait en fait, ce qui est à l'essence même de cet apprentissage, donc de cette médecine, c'est la vérité. Au centre de tout est la vérité. Cette vérité-là, une fois acceptée, permet de trouver et de comprendre ce qui est juste pour soi en toute honnêteté et en toute sincérité. Et cultiver ainsi cette vérité, c'est vouloir partager cette vérité, être dans l'affirmation de cette vérité. Et c'est en même temps vouloir partager de notre authenticité, c'est-à-dire de cette vérité que nous comprenons, qui a nécessité du temps aussi pour comprendre, pour la comprendre, et qui doit être toujours cultivée dans un état d'esprit, dans une manière d'être, dans une activité, quelque chose qui est notre leitmotiv, notre credo, c'est quelque chose que nous devons toujours faire vivre pour continuer à rester épanouis et pour tendre toujours et encore vers notre équilibre. Et donc cette roue de médecine signifie ainsi le cycle de notre vie, le cycle, les cycles que nous pouvons vivre au sein d'une période, dans une période de notre vie, dans un moment précis de notre vie aussi, c'est tout ce qui peut nous aider vraiment
sur le moment ou tout au long de notre vie, de manière cyclique, régulière, à grandir, à évoluer, à vivre des expériences, à se tromper, se méprendre, commettre des erreurs, pour en tirer des leçons et ainsi grandir, et ainsi évoluer, et ainsi tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment tout cela que représente la roue de médecine et la médecine en général, pas dans notre sens occidental, mais vraiment dans ce sens de leçon de vie, apprentissage pour nous aider à tendre vers du mieux. Dans cette vision médicinale, dans cette vision leçon de vie, il y a un concept, je pense que vous connaissez bien, ou du moins que dont vous avez déjà entendu parler, qui est l'animal totem. Ça, c'est d'ailleurs ce qui est souvent associé à la philosophie amérindienne, et à juste titre aussi, hein, parce que c'est vrai que l'animal totem, ou l'esprit totem, est justement un esprit, une symbolique, c'est-à-dire un ensemble de traits, euh, de fonctions, de propriétés, de caractéristiques plutôt, qui sont associées à un animal, à un objet. Et ce sont ces caractéristiques-là qui, en rentrant en résonance avec nous, nous permettent de révéler, travailler, cultiver certains aspects oubliés, mis de côté, ou totalement bannis jusque-là, en fait, de notre fonctionnement. Mais c'est en travaillant ces caractéristiques-là, certaines, pas forcément toutes, hein, d'un animal par exemple, que nous pouvons aussi faire grandir et faire émerger d'autres aspects de nous, nous autoriser aussi à être autrement, à faire émerger d'autres types d'identités, d'autres aspects de soi, et en se disant, nous sommes capables de nous redéfinir continuellement dans une ouverture d'esprit. Ouverture vers soi et ouverture vers les autres. Et l'esprit totem peut être soit animal, soit végétal, soit minéral. Parce que toute vie est source d'apprentissage, puisque, comme on l'avait déjà vu pour le chakra du cœur, dans cet esprit de communauté, chacun est une personne à part entière, et finalement chacun peut s'apprendre l'un l'autre. Chacun se nourrit les uns les autres finalement dans une interaction perpétuelle, dans un échange perpétuel. Et plus on s'enrichit les uns les autres, plus on renforce les liens d'amitié, de famille, sentimentaux, affectifs, mais des liens qui sont au-delà du visible, intangible, et pourtant bien solides. Et donc c'est dedans que s'inscrivent justement ces différents types d'esprits totems, donc animal, minéral et végétal, dans cette idée que nous interagissons continuellement avec plein d'autres sources de vie, plein d'autres êtres vivants, et c'est en collaborant, en apprenant, en étant à leur écoute, que nous pouvons éventuellement faire émerger, comprendre, prendre conscience de certaines choses à l'intérieur de nous, que nous ne laissions peut-être pas forcément vivre ou exister avant. Alors, dans un esprit, disons, de découverte, souvent on peut poser la question, mais quel est votre animal totem? Et c'est une question qui est parfois difficile. Dans un esprit de la roue de médecine, on peut imaginer que si l'on côtoie différents êtres vivants, eh bien, les êtres vivants auxquels nous sommes confrontés et qui peuvent nous ennuyer, nous agacer, nous énerver, sont finalement les êtres qui peuvent nous apprendre le mieux et le plus sur nous. Eh oui.
c'est en comprenant ce euh, collègue ou manager agaçant ou ce voisin énervant, etc., que nous pouvons comprendre au mieux ce qui finalement nous agace, c'est-à-dire la vérité que représente l'autre. Et si nous ne sommes pas forcément confrontés, alors je pense que, mine de rien, si nous le sommes tous, mais si directement nous ne rendons pas forcément compte de ces différents êtres vivants autour de nous, eh bien, il y a la question du aujourd'hui, qu'est-ce qui me trouble? Qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui est source de conflit? Qu'est-ce qui est source de conflit pour moi avec les gens qui m'entourent? Qu'est-ce qui est source de conflit pour moi à l'intérieur de moi? Et de voir si autour de moi, ponctuellement, il n'y aurait pas quelque chose qui a tendance à revenir souvent lorsque je suis en conflit, lorsque je suis agacé. Il y a quelque chose qui revient. Soit quelque chose qui m'apaise, soit quelque chose qui m'agace. Moi, j'aime bien ce quelque chose qui agace parce que ça veut dire qu'il y a une réaction qui se crée. Donc, comme s'il y avait un conflit, et comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres épisodes, dès lors qu'on dépasse les oppositions, les contradictions et les conflits, on peut se rendre compte qu'il y a un terrain commun, un point de jonction. Ce point de jonction, ce point où je comprends qui est l'autre, même si je ne suis pas l'autre, est ce qui permet de se faire grandir, justement. Donc l'animal totem, ou l'esprit totem, c'est ce qui, ici et maintenant, peut me permettre de grandir. Le tout est de déceler, déterminer sous quelle forme, eh bien, il est. Sous la forme du chien, sous la forme du chat, sous la forme d'un arbre, la forme d'une pierre, sous la forme d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent. Bref, on n'est pas forcément dans ce côté esprit totem lorsqu'il s'agit d'une personne, mais toujours dans cet esprit de médecine, de leçon de vie. Oui, quelque chose qui m'a toujours plu, toujours dans la philosophie amérindienne, d'ailleurs je pense que je partagerai, je ferai un épisode dessus, sur sur le contre-enseignement, dans le sens où ceux qui nous montrent ce qu'il ne faut pas faire sont tout autant des professeurs, des enseignants, que ceux qui nous guident vers ce qui doit être fait. Ça veut dire que je peux autant en apprendre sur moi en côtoyant quelqu'un qui fait exactement ce que je ne veux pas faire, ce que je n'ai pas besoin de faire, et ce que je ne suis pas, qu'une personne qui me montre la bonne direction directement. Parce que la personne qui rentre un peu en conflit, qui rentrer en opposition avec notre propre fonctionnement, nous oblige à nous poser des questions, mais quel est notre fonctionnement? Si la personne est là où elle est et que je suis là où je suis, eh bien, je suis éventuellement là où je me sens le mieux, où je peux le mieux m'exprimer, où je peux le mieux m'épanouir. Donc peu importe ce qui se passe, finalement, cette personne-là qui me montre ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens, est en fait en train de me montrer ce qu'il me faut faire, ce que moi j'ai besoin de faire pour moi, malgré elle. Eh bien ça, c'est une leçon de vie. La vérité derrière, c'est de comprendre finalement mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres envies, et de tracer ma propre route. On a besoin d'un repère, que ce repère soit dit positif ou négatif, il reste un repère, parce qu'il nous permet à nous de nous retrouver, de nous situer.
de savoir où on est ici et maintenant pour mieux aller là où on a besoin d'aller. Donc la question de l'animal totem et l'esprit totem est une question qui est large, et au fur et à mesure des différents épisodes, je rentrerai un peu plus dans les détails en partageant de plusieurs types de médecine d'animaux, car c'est intéressant pour moi de voir ainsi les choses justement en plus des créatures de notre quotidien. Alors tout dépend après aussi de notre culture et des symboles qui sont associés à chacun de ces animaux. On en discutera. Ce sera toujours justement source d'échange et d'interaction que de se demander mais quelle est la place du chien dans ma vie? Comment est-ce que je représente le chat? Pourquoi est-ce que je n'aime pas les lapins? Ou pourquoi est-ce que j'ai du mal à comprendre les besoins d'une plante, etc. Ce sont des questions justement d'interaction et de positionnement pour savoir où est-ce que l'on se situe dans les relations qu'on a avec la nature et les éléments de la nature. Dans cet esprit toujours justement d'esprit totem, la lithothérapie, qui est le soin par les pierres de soin, des pierres qui résonnent à leur fréquence avec notre fréquence ou différentes fréquences de notre corps, que ce soit au niveau sur le plan physique, mental, euh, affectif, émotionnel et même spirituel, eh bien on peut considérer que dans cette même philosophie d'objets de vie vivants qui contribuent d'une certaine manière à un moment dans notre vie à nous, eh bien les pierres rentrent pleinement dedans. On peut considérer que la lithothérapie, c'est l'utilisation de totems minéraux. Et la phytothérapie ou l'aromathérapie, c'est exactement aussi la même chose dans cette vision du totem végétal, où peu importe la forme d'ailleurs que prend ce totem végétal, la plante en elle-même, les feuilles, les racines, la tige, ou voilà, la plante en entier, qu'elle soit transformée pour en obtenir son essence, son huile essentielle, ou bien grossièrement en décoction ou en infusion, etc., ou en macération, elle nous apporte, elle nous nourrit pour nous faire grandir, pour penser des blessures. Blessures parfois physiques, mais également émotionnelles ou autres. Donc dans cette vision-là, on est vraiment dans une conception différente en fait du monde. On n'est pas dans une vision consumériste où j'ai mal, donnez-moi, c'est toujours dans du donnant-donnant. Quand la plante, la pierre, ou même la conception d'un animal peut nous apporter, nous apportons aussi un retour. Nous apportons de la gratitude, nous apportons de la reconnaissance, nous apportons de la considération et du respect. Je parlais tout à l'heure de relations, de liens intangibles et pourtant solides, eh bien, fondés sur l'amour, le respect, la considération, ces liens et la relation que nous entretenons avec ce qui nous nourrit et qui nous apporte et nous fait grandir, ne fait justement que s'enrichir et être encore plus solide. Donc l'idée est de cultiver continuellement cette relation-là, toujours en comprenant le juste équilibre entre soi et l'autre, et pour rester dans un juste équilibre entre soi et l'autre. Et à mon sens, la philosophie amérindienne, comme plein d'autres philosophies, et je vous invite d'ailleurs à essayer de voir dans votre propre culture la philosophie indigène, autochtone, et de voir par rapport aux propres origines ce qui peut être intéressant de découvrir par rapport à ça. Moi, je suis habitué à ratisser les mythologies du monde, les légendes, contes et légendes du monde, parce que, pour moi, il y a dans toutes ces cultures différentes une telle richesse, tant dans ma culture natale, les cultures antillaises, que d'autres cultures, un brin de cette vérité universelle, en fait, sur comment être soi, comment être avec les autres, comment se sentir bien avec soi et avec les autres, et comment grandir, se faire grandir pour tendre vers la meilleure version de soi-même.
Et regardez, tous les contes finalement ont toujours cette leçon, cette morale de l'histoire. Et bien là, c'est finalement votre morale, la morale de votre histoire, qui peut prendre la forme de tout. Le tout est de pouvoir y prêter attention, être à l'écoute, pour mieux s'écouter soi. Donc, au fil des épisodes, c'est ainsi que nous procéderons. Essayer d'explorer différents concepts. Je parlerai toujours des mêmes choses, mais l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une vision encore plus profonde de cette écologie humaine, à laquelle nous pouvons tous et toutes contribuer. Ça mis à part, j'avais parlé, donc à la fin de la série sur les chakras, d'une surprise. Alors la surprise est toujours en préparation, mais grosso modo, il s'agit d'une série de webinaires que je vais ainsi lancer pour les personnes qui ont envie de un peu plus approfondir certains aspects des séries de podcasts que j'ai pu faire. Ce sera en groupe réduit pour qu'il y ait plus d'interaction, qu'on puisse échanger et puis qu'on puisse aussi parler un peu de partager aussi de choses qui nous tiennent à cœur, de nos propres problématiques. Et à chaque séminaire, à chaque webinaire, mon rôle, ce sera vraiment eh bien, de pouvoir partager de mes connaissances, de pouvoir conseiller, de pouvoir accompagner pendant le temps du webinaire eh bien, ces personnes qui ont envie d'approfondir certaines choses. Donc prochainement, ce sera sur les chakras, mais il y aura également une partie webinaire sur le stress. Voilà. Donc ça, c'est encore dans les tuyaux. Je vous en parlerai un peu plus quand les choses auront un peu plus avancé, mais en tout cas, sachez que c'est dans les tuyaux et n'hésitez pas à m'envoyer un message d'ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Et donc, premier épisode d'introduction sur la philosophie amérindienne, nouvelle série dont je vais parler pendant les prochaines semaines. Jusque-là, restez à l'écoute, à votre écoute et à l'écoute des podcasts, bien sûr. Et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.